J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu, parce que c'est pas vrai. Les chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un de ces chefs exceptionnels, Arthur Pendragon. Arthur naît environ en l'an 435-436 après Jésus-Christ. C'est le bâtard du roi Uther Pendragon et de la duchesse Igarne de Tintagel, qui à l'époque était mariée au duc de Gorlé. Arthur est le fruit d'une fourberie du roi Pendragon, qui prenait l'apparence du duc grâce à une potion de polymorphie confectionnée par Merlin l'Enchanteur. Dès sa naissance, Arthur est caché à son père qui l'aurait tué s'il avait eu connaissance de son existence. Vers ses 3-4 ans, Merlin lui trouve alors un père adoptif, Anton, un fermier du royaume. Il le considérait comme son propre fils. C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père. Du jour où il a débarqué. Pour preuve d'affection, il lui fabrique un médaillon représentant le dieu irlandais de l'éloquence, Ogma. Car le petit Arthur était curieux de tout et posait toujours beaucoup de questions. Un médaillon qu'Arthur portera toute sa vie. À cette période, le royaume est toujours sous l'emprise du tyrannique Uther Pendragon. Cependant, une épée est apparue dans un rocher, une épée nommée Excalibur. Et dans la foi bretonne, seul l'élu des dieux qui régnera sur la Bretagne est capable de la retirer. Les hommes de tous les royaumes se pressent autour du rocher pour tenter leur chance, mais en vain. Personne n'y arrive, sauf peut-être une personne. Un petit garçon de 5-6 ans nommé Arthur. Selon les lois bretonnes, en retirant l'épée, Arthur devient souverain légitime du royaume de l'ogre. Mais tout ne va pas se passer si facilement. Au vu de son jeune âge et pour sa sécurité, Merlin, qui est comme son tuteur, lui fait replanter l'épée dans le rocher pour le protéger de son père qui l'aurait tué. Et envoie le petit garçon commencer une nouvelle vie à Rome, loin du royaume de Bretagne. Quelques années plus tard, nous retrouvons Arthur, maintenant appelé Arthurus, soldat de la Légion romaine en Maurétanie césarienne. Son enfance en Bretagne est derrière lui. Il n'en a même plus aucun souvenir. Marqué à vie, il arbore sous le pied droit un marquage au fer rouge. SPQR, Senatus Populus Quo Romanus. Le Sénat, le peuple romain. Petit bizutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. C'est en Maurétanie césarienne qu'Arthurus fait ses classes. Il pose leur tente sur le territoire d'une jeune reine nommée Sheda, toujours accompagnée de sa tutrice Furadja. C'est le coup de foudre entre les deux adolescents. Avec le temps, il commence un amour secret, au cours duquel Arthurus découvre d'étranges brûlures sur l'épaule de Sheda, infligées par Furadja elle-même. Et ce n'est pas la première fois. Un autre soir, alors qu'Arthurus se rend chez Sheda, il la trouve enfermée dans un placard, couverte de blessures. Sauf que Furadja débarque furieuse. Elle le poursuit avec des envies meurtrières. Arthurus arrive à se cacher au bon moment, échappant à la folle. Le temps passe et ses classes se terminent. Son régiment doit rentrer à Rome. Mais il est impossible pour Arthurus de partir comme ça. Il s'enfuit soudainement et se rend de nouveau chez Furadja. Il se glisse sur le toit et lorsque cette dernière sort, fait ce qu'on lui a appris depuis le début de ses classes. Il la tue. Il vient de tuer pour la première fois. Il regagne ensuite la plage pour rentrer à Rome. Les années passent et Rome rencontre de grandes difficultés dans sa conquête de la Bretagne. Le chef de guerre du camp fortifié du mur d'Adrien, Manius Macrinus Firmus, en poste depuis plus de 13 ans, a subi plusieurs défaites contre les Bretons. C'est après un échange avec César que le sénateur Sallustus propose de changer de chef de guerre au mur, afin d'avoir une chance de régner sur la Bretagne et enfin régler le problème breton, en se servant de la légende de l'épée des rois. Mais pour ça, il faut un breton. Pour les Romains, l'histoire d'Excalibur est une simple légende païenne. À la recherche d'un breton parmi les soldats romains, il entend parler d'une jeune recrue, Arthurus, qui est maintenant soldat de la milice urbaine. Sauf que Arthurus, qui n'a plus aucun souvenir de sa vie de breton, ne voit pas les choses de la même façon. Il se fiche de la hiérarchie. C'est accompagné de son collègue et ami Manilius qu'il fait le mur pour s'introduire dans une soirée guindée, remplie de vieux bourgeois et de gradés. Mais ça tourne mal, et Arthurus finit par foutre des bourre-pifs à un gradé, ce qui est sévèrement puni dans l'armée romaine, un acte pouvant mener jusqu'à la peine de mort. Après l'incident lors de la soirée, Arthurus est en mauvaise posture, mais le sénateur Sallustus décide de le prendre sous sa protection et le nomme centurion.
afin de le sauver de la punition qui l'attend. Malheureusement, son ami Manilius, lui qui n'est pas protégé, prend la fuite pour sauver sa peau. Nous découvrons la Dame du Lac, de son vrai nom Viviane. C'est une fée envoyée auprès d'Arthur par les dieux païens pour lui remémorer son passé, ses origines et son destin de roi de Bretagne. Une mission qu'elle accepte de mener jusqu'au bout. Il était petit, c'est normal qu'il se souvienne pas de tout. Je me souviens même pas qu'il vient d'Île de Bretagne. De tout, d'accord, enfin de rien. Ni de vous, ni de son père adoptif, ni de Merlin. Maintenant qu'Arthurus est sous la protection d'un sénateur, tout change pour lui. Sallustius confie Arthurus à Aconia afin qu'elle l'éduque et l'instruise, car il devient de plus en plus évident qu'Arthurus est la solution du problème breton. Pour mettre son plan en place, le sénateur envoie son émissaire chercher le fameux Merlin en Bretagne, le fameux tuteur d'Arthur qui lui a fait retirer l'épée lorsqu'il était jeune. Une mission réalisée assez simplement. De retour à Rome, il confie Merlin à Arthurus afin de l'aider à se souvenir de sa vie bretonne. Mais ce n'est pas Merlin qui aide le plus Arthurus à se rappeler de la Bretagne. C'est grâce aux interventions de la Dame du Lac, cette fée que seul Arthurus peut voir. Il commence donc doucement à se souvenir de sa vie en Bretagne, qu'il a retiré l'épée quand il était jeune et que c'est le futur roi du royaume de l'Ogre parce qu'il a été choisi par les dieux. Alors, il missionne Merlin. Dès son retour en Bretagne, il devra annoncer à tout le monde que le fils d'Uther Pendragon est de retour et qu'il s'apprête à récupérer Excalibur. De plus, il demande à Merlin de signifier à quiconque qu'il peut se faire connaître par un fait d'armes ou une quête de son choix afin de pouvoir gouverner à ses côtés. Merlin s'y empresse et passe le message dans tout le royaume, motivant les meilleurs, enfin presque. Mais le sénateur Sallustius n'est pas le seul à vouloir régler le problème breton et ainsi briller aux yeux de César. Depuis la mort d'Uther Pendragon, le royaume de l'Ogre est sans réel chef. L'intérim est tenu par le seigneur Léodagan de Carmélide, qui est invité à Rome par un autre sénateur, Glaucia, afin de leur proposer d'arrêter la guerre et de romaniser la Bretagne contre une belle somme d'argent, ce qui n'est pas chose facile. Il décide de prendre l'argent, mais de ne pas signer la trêve avant de rentrer en Bretagne. Arthurus continue son instruction auprès d'Aconia, mais au fil des jours, les deux commencent à développer des sentiments l'un envers l'autre. Arthurus est amoureux et demande Aconia en mariage. Dans un premier temps, elle refuse, car elle est déjà mariée à Manius Macrinus, le chef de guerre qui est au mur d'Adrien depuis 13 ans. 13 ans qu'elle n'a pas vu son mari. Alors, elle finit par accepter et se marie à Arthurus en cachette. Outre ses aventures amoureuses, Arthurus continue son ascension au sein de l'armée romaine. Il est nommé chef de guerre par César. Il en profite pour avoir une discussion profonde sur comment gouverner. César voit en Arthurus son potentiel de chef de guerre. Ça ne sera pas un chef comme les autres. Il se voit offrir de la part de César une bague magique qui le protégera de l'ennemi. Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. De retour en ville, sa première action de chef de guerre est de libérer son ami Manilius. Mais ce grade lui déplaît, car il sait que ce titre n'est pas lié au mérite, mais uniquement pour le faire devenir roi de Bretagne. Un futur rôle qu'il prend à cœur. Il apprend que Léodagan de Carméline ne voudra rallier son royaume à celui de l'Ogre que si le futur roi épouse sa fille, Guenièvre. Ce qui lui pose un problème, car il est marié maintenant et fou amoureux d'Aconia. Alors ils font un pacte. Arthurus fait la promesse qu'il ne consommera jamais le mariage. Il faudra que tu me fasses une promesse. Des maîtresses, tu peux en avoir tant que tu veux, ça m'est égal. Mais s'il y a un mariage, je veux que tu me promettes de ne jamais le consommer. Jamais le consommer? Tu coucheras pas avec ta femme. Jamais. Jamais. Alors Arthurus quitte Rome pour la Bretagne, accompagné de Manilius. Officiellement, c'est pour prendre la relève du commandement au mur d'Adrien, mais Arthur a un autre plan en tête. Sur place, il rencontre Perceval, Caradoc, Bohort, Lancelot et les autres candidats pour devenir chevalier. Son équipe formée, Arthur se rend au rocher et retire l'épée magique d'Excalibur, puis se rend au rassemblement des chefs de clan où Léodagan le reçoit. Et comme prévu, Arthur épouse Guenièvre. Il ne peut plus faire marche arrière. Arthur annonce à Sallustius qu'il les a trahis. Il prend le plein contrôle de la Bretagne sans les Romains. Maintenant roi du royaume de l'Ogre, Arthur lance la construction de son château, la forteresse de Camelot. 15 ans plus tard, nous découvrons le quotidien d'Arthur, roi de Bretagne, chargé de conduire la quête du Graal. Très vite, on comprend que sa tâche est vouée à l'échec. Ces chevaliers, censés être les plus valeureux du royaume, se révèlent d'une incompétence sans limite. Perceval et Caradoc, notamment, enchaînent les techniques absurdes et les réflexions stupides, rendant toute mission sérieuse impossible. L'autre jour, on s'entraînait dans un champ à la catapulte, il y en a un qui arrive. Oh, mes endives, mes endives! On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Même les repas familiaux deviennent un calvaire. Arthur se retrouvant coincé entre sa femme Guenièvre, douce mais inutile, et ses beaux-parents Léodagan et Célie, brutaux, mesquins et terriblement terre-à-terre.
Cette routine se répète, les chevaliers échouent dans leurs missions les plus simples. Guenièvre tente maladroitement de plaire à Arthur, et la cour entière sombre dans une absurdité constante. Lancelot, chevalier noble et irréprochable, commence à s'éloigner du roi. Il ne supporte plus de voir Arthur entouré d'incapables, tolérant leur médiocrité. Ce désaccord annonce un conflit plus profond, car là où Arthur s'adapte à ses compagnons, Lancelot exige l'excellence. Parallèlement, la question de la descendance se fait pressante. Arthur est poussé à donner un héritier au royaume. Mais son mariage avec Guenièvre est stérile et malheureux. Cette impossibilité fragilise encore plus sa position de roi et d'homme. Arthur est un homme de parole, et respecte jusqu'au bout la promesse qu'il a faite à sa femme, Aconia, à Rome, de ne jamais consommer le mariage. Le temps passe et on sent grandir la lassitude d'Arthur. Ses nuits sont peuplées de doutes, ses repas de querelles familiales et ses journées d'échecs militaires et diplomatiques. La quête du Graal, censée être l'objectif suprême, devient elle-même un objet de moquerie. Les chevaliers ne la comprennent pas, la détournent et l'oublient. Trop occupés par leurs obsessions triviales, manger, parier, inventer des stratégies absurdes ou fuir le danger. Arthur tente de maintenir un semblant de cohésion, mais tout l'accable. Sortez-vous les doigts du cul! Derrière les rires, une mélancolie s'installe. Arthur apparaît plus seul que jamais. Il doute ouvertement du sens de sa mission. Le Graal, but ultime, apparaît hors de portée. Autour de la table ronde, les disparités sont flagrantes, et Arthur le sait, entre les chevaliers médiocres d'un côté et les rares qui se distinguent de l'autre. Lancelot continue de se démarquer par son sérieux et son intransigeance, au point de s'opposer de plus en plus frontalement aux autres. Pendant ce temps, Arthur est harcelé par ses beaux-parents, qui cherchent toujours à profiter de leur position. Les repas tendent constamment au pugilat verbal. Les tensions conjugales s'accentuent entre Arthur et Guenièvre. Elle s'avère toujours incapable de comprendre les enjeux de la quête, ou même de s'affirmer, ce qui accentue l'isolement du roi. Peu à peu, Arthur se rapproche de Dame Mévanoui, l'épouse de Caradoc. Leur relation adultère s'installe, révélant un Arthur plus humain, en quête d'attention et de complicité qu'il ne trouve pas auprès de sa femme. Mais Arthur doute de plus en plus de sa légitimité et de ses capacités à mener à bien la quête. Lancelot, lui, s'éloigne toujours davantage, écœuré par l'inertie de Camelot et la passivité du roi. À force d'accepter les médiocrités de certains de ses chevaliers, il en perd son plus fidèle et valeureux acolyte. Lancelot quitte Camelot. Moi j'en ai plein le cul de seconder un merde de 10 ans qui est même pas foutu de trouver un Graal ou de faire un gamin à sa femme. Et je vous emmerde. Arthur, lui, s'enfonce dans le doute et la solitude. Il est de plus en plus accablé par son entourage et ses responsabilités. Les mois passent, et le roi continue de supporter la médiocrité de ses chevaliers, entre Perceval et Caradoc toujours plus stupides, et les repas familiaux catastrophiques. Mais la lassitude d'Arthur est plus visible que jamais. Il s'épuise à donner du sens à une quête qui semble tourner à vide. Lancelot, qui vit désormais en ermite dans la forêt, observe Camelot de loin. Il méprise les chevaliers et s'éloigne toujours plus du roi. Il est en quête de pouvoir, quitte à passer du côté obscur. Certains le pensent fou, d'autres pensent qu'il est mort depuis son départ dans les bois. À Camelot, Arthur se rapproche encore davantage de Dame Mévanoui. Cette relation adultère est désormais claire et consommée. C'est un tournant majeur. Arthur cède à ses failles humaines, et l'histoire prend une teinte un peu plus sombre. De l'autre côté, nous avons Guenièvre qui continue d'être naïve, souvent tournée en ridicule, et totalement écartée du cœur d'Arthur. Leur couple n'existe plus vraiment, alors elle prend une décision radicale. Courtisée depuis le début par Lancelot, elle décide de quitter Arthur pour rejoindre son amant de toujours, vivre dans les bois. Sauf qu'ils ne vivent pas forcément la romance attendue. Guenièvre vit enfermée dans sa cabane, ne s'apprête plus et ne se coiffe plus. Arthur, de plus en plus accablé, doute de la quête, de sa légitimité, de son entourage et même de lui-même. Son autorité chancelle et son isolement intérieur devient très fort. Il est à bout, il est usé. Cette situation crée une fissure au sein du royaume. Il y a les chevaliers qui soutiennent cœur et âme Arthur, tandis que d'autres sont secrètement du côté de Lancelot. Sa femme partie, sa table ronde qui se divise, des fidèles qui quittent le navire, Arthur réagit. Il quitte Dame Mévanoui, prend les armes et court récupérer sa femme, qui était passée d'invitée à prisonnière au campement de Lancelot. Sauf que sur place, le camp est vide. Il prend sa femme et rentre pour Camelot. Lancelot de retour découvre son corps désert et s'effondre. Méléagant, une sorte de sorcier noir, rentre en contact avec lui, et surtout, commence à l'influencer. Arthur, qui a toujours eu un profond respect pour celui qu'il considère comme un ami, accuse le coup. Sa victoire sur Lancelot fait revenir à Camelot les traîtres, qui ne font plus les malins. Mais Arthur est un homme bon, voire trop bon. Après avoir épargné Lancelot, il refuse d'exécuter les traîtres, ce qui ne plaît à personne. Sa légitimité est encore une fois remise en compte, et ses beaux-parents lui imposent un ultimatum. Soit il donne un héritier mâle au royaume, soit il replante Excalibur dans le rocher. Arthur abdique. Lassé de régner, il annonce qu'il renonce à la couronne et replante l'épée, car sans elle, il n'est plus légitime à être le roi de Bretagne, et tombe dans une dépression profonde. Je suis roi de Bretagne, j'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. Il organise un conseil pour trouver un successeur. Plusieurs candidats sont auditionnés,
Lancelot, Léodagan, Bohort, Caradoc, Perceval et d'autres. Mais aucun n'est à la hauteur. Arthur a des enfants bâtards, alors il confie la couronne à Caradoc et part en quête de sa descendance, pour enfin essayer de trouver un héritier digne du nom. Il traverse le pays en long, en large et en travers, mais en vain. Il termine par se perdre, ne sachant plus comment rentrer à Camelot. Alors il demande l'aide d'un guide pour le mener chez lui. Et ce fameux guide est Méléagant. Il le guide à travers les épreuves de son passé. Il revoit après plusieurs années Anton, son père adoptif. Ogma. Mais le dieu de l'éloquence vous l'a jamais fait, vous, père. Si, une fois. Pour un petit garçon qui arrêtait pas de parler. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate. De retour bredouille à Camelot, il est encore plus déprimé et dépressif. De son côté, Lancelot, entraîné par Méléagant, cherche à en terminer avec Arthur. Il s'infiltre alors dans Camelot par la rivière souterraine, neutralise Bohort et les gardes, et atteint le roi. Et tout ne va pas se passer comme il le pense. Il découvre Arthur, dans son bain, les veines ouvertes entre la vie et la mort. Choqué, il ne l'achève pas, et au contraire, il sauve la vie, avant de disparaître. Le temps passe, Arthur reste faible mais vivant. Regrettant à moitié son geste, reçoit de l'affection de toute sa cour, notamment Caradoc qui décide de lui redonner la couronne, une charge que Arthur refuse, et décide finalement de donner la couronne à son ancien ami, Lancelot, en guise de remerciement de lui avoir sauvé la vie. Maintenant roi, et toujours sous l'emprise de Méléagant, Lancelot lance une chasse à l'homme géante. Il veut traquer et tuer tous les chevaliers de la table ronde. Arthur fuit à Rome, dans le secret le plus total, 10 ans plus tard. Le royaume de l'ogre est toujours entre les mains de Lancelot, devenu dictateur. Il gouverne depuis plus de 10 ans avec ses mercenaires saxons, aux côtés d'un conseil obscur composé de Lot, du jurisconsulte, du père Blaise et de Dagonet. Sa traque des chevaliers de la table ronde n'est toujours pas terminée, et Lancelot a mis une belle prime sur celui qui lui ramènera Arthur, ce qui pousse tous les chasseurs de primes à ses trousses. Et c'est en mer Rouge que nous entendons pour la première fois depuis 10 ans parler du roi Arthur. Où est Arthur, ton dragon? Et c'est grâce à Vénèque, celui qui avait aidé Arthur à s'exiler. Il aurait été vendu comme esclave à un paysan, ce qui s'avère être vrai. Un chasseur de primes nommé Alzagar le retrouve et l'enferme. Il est déterminé à toucher sa prime. Sauf qu'il commet une erreur. En direction de Camelot, Alzagar fait une halte chez le duc d'Aquitaine, qui libère Arthur en le rachetant. Il est rapidement informé de la situation tragique en Bretagne. D'abord réticent à reprendre le trône, et sur son chemin, il tombe sur Bohort, et découvre qu'il a reconstruit une table ronde rudimentaire, et recruté des chevaliers de fortune. Il comprend qu'il y a une vraie résistance, et que des gens se battent pour lui, pour continuer de faire vivre ses idées. Il est poussé par la noblesse du geste, et finit par accepter de reprendre la couronne. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les mercenaires saxons de Lancelot débarquent, et les arrêtent tous. Dans l'attaque, le roi est blessé par une lame empoisonnée, et ça ne pardonne pas. Arthur, évanoui, est de retour en prison, mais à Camelot. Pendant toutes ces années, Perceval et Caradoc ont aussi participé à cette résistance. Ils se sont cachés sous terre, sous leur fameuse taverne, avec le groupe des semi-croustillants, et creusent des galeries sous terre afin d'atteindre le château. Tâche très compliquée pour eux. Mais avec l'aide de Merlin, aujourd'hui, ils y arrivent enfin, et au bon moment. Perceval découvre Arthur dans les geôles de Camelot, lui qui n'a jamais douté de la mort de son roi une seconde. Sauf qu'à ce moment-là, Arthur est toujours inconscient, et il n'assiste donc ni à la stupéfaction de ses anciens chevaliers, ni à la découverte de son identité par la nouvelle génération. C'est donc grâce à Merlin qu'ils peuvent tous se sauver par les tunnels. À son réveil, la première chose que va entendre Arthur est le nom de Guenièvre. Parce qu'Arthur, s'il ne se sent plus vraiment responsable du sort du royaume, étant donné qu'il n'est plus roi, le sort de Guenièvre, c'est autre chose. Alors, quand il apprend qu'elle est enfermée depuis plus de 10 ans après tout ce qu'il lui a déjà fait subir, j'aime à croire qu'il se dit que ça, c'est encore un peu de sa responsabilité. Et c'est donc qu'à ce moment-là qu'Arthur reprend pour la première fois son rôle de chef. C'est donc accompagné de Caradoc, Perceval et d'un nouveau qu'il part à la recherche de sa femme. Sauf que l'embuscade se complique, et Arthur est obligé de sauver Perceval avec la lame de contrôle des lames offerte par César. Pour celui qui lui avait appris à se battre pour la dignité des faibles, cette action fait sens. Il récupère Guenièvre et se met en direction d'Excalibur. On découvre qu'en 10 ans, le rocher est devenu une attraction qui fait rêver les gens, et il tombe sur la Dame du Lac, sauf que maintenant tout le monde la voit. Effectivement, la Dame du Lac a été bannie car elle a échoué à sa mission. Avec l'abandon d'Arthur de sa mission divine, que les dieux lui avaient confiée, Arthur a causé l'échec de la Dame du Lac. Le roi est de retour. Arthur retire Excalibur du rocher. Mais tout ne se passe pas comme prévu, l'épée s'éteint, se désenchante. Les dieux ne semblent pas encore sûrs qu'Arthur soit digne de reprendre sa place. C'est les grandes retrouvailles. Arthur, Léodagan, Célie, Guenièvre
et tous les autres se retrouvent, et comme d'habitude, c'est autour d'un bon repas. Mais la fête est gâchée car Guenièvre a oublié la couronne de fleurs d'Arthur qu'il portait lors de leur mariage, qu'elle garde sur elle depuis tant d'années pour le protéger, dans sa prison. Même si Arthur n'y croit pas vraiment, décide de l'accompagner. Et c'est tous les deux, en haut de cette tour, que nous avons enfin le droit à leur retrouvaille. Pour la première fois de l'histoire, Arthur embrasse sa femme. C'est le calme avant la tempête. Arthur, accompagné des Burgondes, décide d'attaquer Lancelot, qui se terre dans la forteresse de Camelot. Il s'apprête à reprendre son trône, mais ne sait pas s'il est prêt. Il sait également qu'il va détruire son propre château, celui qu'il a construit dès son arrivée après Rome. Pendant que les Burgondes catapultent la forteresse, Arthur rentre par les souterrains chez lui et fait face à Lancelot. Comme à son habitude, il laisse fuir les traîtres sans les toucher. Et c'est à ce moment-là que les dieux font un nouveau signe à Arthur. Son épée n'est plus flamboyante, mais pleine de foudre maintenant. Et c'est en 2-3 coups qu'Arthur met à terre Lancelot. Mais avec tout son vécu, Arthur sait que tuer n'est pas toujours la bonne solution. Car en tuant le méchant de l'histoire, c'est peut-être prendre sa place en devenant un assassin. Et que parfois, il faut détruire pour reconstruire. Et c'est ce qu'il fait avec Lancelot en le laissant partir. Tuer l'image qu'il représente, sans tuer la personne. Si Lancelot prend ça pour un énième signe de faiblesse, c'est peut-être un signe de force, comme lui expliquait encore César avant de lui donner la fameuse bague. Mais Arthur n'a jamais demandé à être roi, il n'a jamais voulu tout ce qui lui arrive, et continue de souffrir. Alors cette fois, il se dit que c'est peut-être le bon moment pour mourir, dans les ruines de sa propre forteresse. Sauf que cette fois, c'est pas Lancelot qui lui sauve la vie, mais la nouvelle génération. La génération qui a grandi en suivant son modèle, alors il n'a pas de choix que de les suivre. La boucle semble bouclée. Arthur est déterminé à tout reconstruire maintenant, et il commence par la base. C'est accompagné de ses plus fidèles chevaliers et de sa femme qu'il se remet en quête du Graal. Et pour ça, il a besoin de tout le monde. En attendant la reconstruction de Camelot, il réunit ses amis autour d'une nouvelle table ronde. Certes, plus simple et sans doute pleine d'échardes, mais en tout cas entourée des bonnes personnes. Et personne ne connaît la suite de l'histoire, mais il semble que celle-ci soit faite, encore une fois, de concours de circonstances. Voilà. Démerdez-vous. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'Arthur Pendragon, en tout cas avant les prochains films. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, merci par avance pour votre petit like et votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. You cannot sense it.